Vous êtes le président de l'Union internationale du notariat. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'historique de cette instance et comment est-ce que vous êtes parvenu à vous faire élire à la tête? Alors, l'Union internationale du notariat est l'organisme mondial de regroupement de toutes les activités du notariat. Elle a pour membres les organismes représentatifs de la profession à l'échelon national. Elle a été créée en 1948, le 2 octobre très exactement, de l'initiative d'un notaire argentin qui s'appelait José Adrián Negri et de sa relation avec Núñez Lagos, qui était un notaire espagnol. L'un comme l'autre se sont chargés de coopter les pays environnants, pour ce qui était de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay, du Chili et de tous les autres pays au-dessus. Et pour ce qui est de l'Espagne, de tous les pays de droit latin, qui étaient l'Italie, la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, les Pays-Bas. Et donc cette union est née de ce regroupement d'un premier congrès qui s'est tenu à Buenos Aires et où il y avait 19 membres fondateurs. Les statuts ont été adoptés lors du deuxième congrès qui s'est tenu à Madrid en 1950 et depuis lors il y a eu un rayonnement extraordinaire sur les 5 continents puisqu'aujourd'hui l'Union compte 86 notariats membres. Elle a pour objet la coopération, la diffusion de meilleures pratiques professionnelles, l'organisation de congrès devant travailler sur des thèmes scientifiques et le regroupement de synergies pour pouvoir montrer en direction du public et des autorités quelle est l'utilité du notariat. Cette union aujourd'hui compte 86 membres. Les 86 membres, il y en a 6 seulement en Asie, mais il y en a plusieurs qui sont en attente d'admission. Les 6 sont les plus importants. Ce sont la Chine, le Japon, la Corée, l'Indonésie, la Mongolie et le Vietnam. Nous avons en ce moment le Liban, l'Iran, la Thaïlande, le Laos et le Cambodge qui sont en voie d'admission. Donc ça va très vite dépasser la douzaine de membres. Il y a 19 membres en Afrique qui sont tous des pays francophones. Il y a les 4 pays du Maghreb, les pays d'Afrique noire d'expression francophone et 2 pays dans l'océan Indien que sont l'île Maurice et Madagascar. Et vous avez 22 pays en Amérique qui sont tous des pays d'expression francophone ou hispanophone, depuis le Québec jusqu'à la Patagonie, en comptant les Caraïbes que sont Haïti, Porto Rico et Saint-Domingue. Et enfin, le gros du contingent, c'est l'Europe, avec 39 notariats membres, pour l'essentiel des pays historiques d'Europe de l'Ouest. Mais depuis la chute du mur de Berlin en 89, tous les pays d'ancienne Europe centrale qui sont venus renforcer le contingent. Vous restez le premier Africain à être élu à la tête de cette instance. Quel a été le processus? Alors, le processus, il faut savoir que dans les statuts, il est inscrit un principe théorique d'alternance entre les continents. Mais depuis 1948, en 65 ans, il y avait eu 24 présidents, 12 Américains, 12 Européens. C'était un mouvement de va-et-vient pendant 3 ans l'Amérique, pendant 3 ans l'Europe, et à toi, à moi, à toi, à moi. Et l'Afrique, comme l'Asie, était spectateur. C'était naturel au départ, puisque le premier pays africain n'a été admis dans l'Union qu'au congrès de Florence en 1984, c'était la Côte d'Ivoire. Le Maroc a suivi en 86 au congrès de Montréal. Et 3 pays d'Afrique noire ont suivi au congrès d'Amsterdam en 89, c'était le Bénin, le Mali et notre Sénégal. Et à partir de là, statutairement, il faut 4 pays pour créer une commission continentale. Nous avons créé une commission continentale africaine, dont j'ai été le secrétaire général fondateur pendant 3 ans avant d'en devenir le vice-président et de présider cette commission de 1995 à 1998. Pour pouvoir briguer la présidence, il faut évidemment des états de service, il faut une démonstration de savoir-faire, il faut savoir rallier un certain nombre de solidarités et il faut surtout, enfin c'est mon idée la plus importante, avoir une capacité de leadership et avoir un programme, avoir des idées et pouvoir rallier un consensus, en tout cas au minimum une majorité de décisions au service du programme qui a été présenté. Alors, sur le plan théorique, ça marche bien, mais dans la réalité, comme dans tous les organismes internationaux, il y a un plafond de verre, et tout le monde est théoriquement le bienvenu, mais enfin, il y a des rapports de force qui font qu'il était très difficile de faire élire un Africain. Pour le faire, il fallait comme moi avoir de l'ancienneté, avoir une connaissance du métier, avoir un réseau de relations et avoir aussi une stratégie. La stratégie, c'était de savoir bâtir une solidarité africaine,
Il est clair que mon élection n'est pas celle uniquement du Sénégal, c'est celle de 15 pays africains qui ont su se fédérer pour pouvoir porter cette ambition africaine, mais aussi de la financer parce que ça a un coût et qu'il fallait un engagement solidaire de ces 15 pays. Et enfin, il fallait aussi mener une stratégie pour pouvoir neutraliser toutes les actions qui pouvaient être engagées par les grands pays, entre guillemets, qui n'ont rien contre l'Afrique. Quelles sont ces actions? Les actions, c'était évidemment de pouvoir bâtir des axes de solidarité pour doter la candidature africaine d'une majorité. En gros, sur 86 notariats membres, vous en avez 70 ou 72 qui votent en assemblée. Pour pouvoir être élu, il faut avoir au minimum 36 ou 37 voix sur 70. J'avais un concurrent mexicain qui avait toute l'Amérique derrière lui puisqu'il était le président de la Commission continentale américaine. Il avait le handicap par rapport à moi d'être moins ancien, donc d'avoir moins de réseau, d'avoir peut-être compris moins vite que moi que l'Afrique et l'Amérique sont au jour d'aujourd'hui dans un rapport d'influence à peu près comparable, même si historiquement l'Amérique est plus ancienne, et que l'élection allait se faire clairement en Europe. Et qu'en Europe, il y a depuis longtemps l'omnipotence de 4 grands pays que sont l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie, et que ces grands pays, c'est clair, avaient leur pacte pour pouvoir préparer une présidence européenne en 2016. Et qu'une candidature africaine contrariait tous les calculs, parce que si un Africain se faisait élire, cela signifiait qu'en 2016, l'Amérique allait revenir demander son tour et compromettre l'élection européenne attendue en 2016. Alors, la stratégie, c'est simple. C'est que, évidemment, ce type de combinaison donne le pouvoir, mais finit par être perçu comme de l'arrogance et irrite pas mal de gens. Irrite tous les petits. Et les petits ne sont pas qu'en Afrique ou en Amérique, ils sont aussi en Europe. Ils sont en Europe centrale, qui a été conviée, mais comme des invités qui restent au bout de la table. Et vient le moment où il s'agit de dire que moi, je suis le premier président des petits. Je suis le premier président du Sud. Et parce que dans tous les organismes, vous avez aujourd'hui un rapport d'affrontement entre un Nord riche, puissant, expérimenté et respectable, mais souvent égoïste, et le Sud est numériquement plus nombreux. Et donc, par le jeu de cette stratégie, j'ai réussi à fédérer de manière historique l'Europe centrale et l'Afrique et à l'emporter avec plus de 65% des voix. Maître, parlons de la place du notaire dans la société, dans une société moderne, démocratique comme le Sénégal. À quoi sert le notaire? Qui peut avoir recours à ses services? Alors, le Sénégal n'est pas très original, c'est-à-dire que le notaire apporte au Sénégal ce qu'il apporte partout dans le monde. Au Sénégal spécifiquement, si vous ajoutez la dimension de l'analphabétisme, de la méconnaissance de la règle de droit, du retard historique dans l'appréhension de la primauté de l'État, il est clair que le notaire en pays infradéveloppé a un rôle plus important à jouer que dans des pays post-avancés. Mais fondamentalement, le rôle du notaire au Sénégal est le même qu'au Bénin, au Canada, en Russie ou en Moldavie ou en Mongolie, c'est rigoureusement la même chose. Le notaire n'existe que par le service qu'il fournit à la société. Ce service est celui de la pacification des relations sociétales et de la sécurité juridique. Comment? Dans la préconstitution de la preuve d'un droit. Un droit n'existe que si vous pouvez le prouver. Si vous n'êtes pas capable de prouver votre droit, c'est comme si vous n'aviez pas de droit. L'originalité du droit continental, c'est d'avoir forgé un instrument de délégation publique, c'est-à-dire que c'est l'État qui garantit votre droit à travers son sceau apposé au pied d'un acte public. L'État ne rédige pas lui-même cet acte public parce qu'il n'a pas le rapport de proximité avec le citoyen et que très souvent d'ailleurs il y a une suspicion du citoyen lorsqu'il est en confrontation directe avec le fonctionnaire ou avec l'État. Donc vous avez un principe de partenariat public-privé. Vous avez une fonction publique qui est la garantie fournie au nom de l'État, mais qui est fournie par un professionnel privé qui est concessionnaire de ce service public qui s'appelle le notaire. Il vous offre un acte notarié, un acte authentique. Cet acte a exactement la même valeur qu'un jugement rendu par le tribunal. Il n'est pas contestable, sauf bien sûr, si vous pouvez faire la preuve d'un faux commis par le notaire dans l'exercice de ses fonctions.
Bien sûr, le notaire est une personne physique et il s'agit de mettre les citoyens à l'abri, mais de la concussion ou de la faute majeure que pourrait commettre un notaire s'il commettait un faux. C'est rarissime. Je veux dire, à travers la formation, à travers le contrôle, à travers le niveau, à travers les règles d'éthique, nous mettons en place par ailleurs dans la profession des instruments pour prévenir ce type de faute. Je pense que dans l'exercice serein d'une profession, il y aura toujours des brebis galeuses dans toutes les professions. Mais c'est rarissime. Alors, Maître Senghor, est-ce que du point de vue accessibilité physique, géographique et financière au Sénégal, c'est facile pour les citoyens d'accéder au notaire? Je pense globalement que oui, le notaire est accessible. En tout cas, je n'ai pas connaissance de revendications du public de difficultés d'accès au notaire. D'autant moins que le volume d'activité n'est pas énorme et ce n'est pas une matière élastique. Je veux dire, on pourrait, comme je l'ai vu dans certains pays, en Pologne par exemple, où un ministre ultralibéral disait « Moi je ne comprends pas, dès lors qu'un jeune a un diplôme, il a qu'à s'installer comme notaire ». C'est mettre en danger le service public. Parce qu'il y a le sceau de l'État et le sceau de l'État ne peut pas être concédé dans n'importe quelle condition. Il y a une garantie qui est apportée. Si vous n'avez pas une adéquation entre la rentabilité économique de l'exploitation et le sceau que vous conférez, vous aurez à terme une utilisation frauduleuse du sceau parce que l'être humain a besoin de vivre aussi. Et que s'il y a une disproportion entre l'appareil installé et la matière économique, ce n'est pas viable. Les ratios mondiaux tournent autour d'un notaire pour 10 000 habitants en moyenne. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'un notaire tous les jours. Vous avez besoin d'un notaire le jour où vous achetez votre maison, c'est une fois ou deux fois dans votre vie. Et vous en avez besoin 2 ou 3 fois lorsque vous participerez dans une société commerciale et une seule fois lorsque vous ferez votre testament ou quand vous ne serez pas là pour donner votre avis, mais lorsqu'on va liquider votre succession pour transmettre vos biens à vos enfants. Donc il faut bien voir que le notaire n'est rendu obligatoire que là où c'est nécessaire, c'est-à-dire dans les activités de la société qui sont les plus potentiellement génératrices de contentieux, parce qu'on ne veut pas de contentieux. Et pour éviter le contentieux, on veut un acte notarié, un acte qui soit insusceptible de contestation. Mais ça veut dire, en termes de probabilité, le stock de matière à l'échelon national n'est pas très important. On pense qu'une étude de notaire est viable avec 1000 actes par an. Vous avez 50 notaires au Sénégal aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait 50 000 actes par an dans le pays. Et je veux dire, même si vous triplez demain le nombre des notaires, ça n'augmentera pas d'un seul acte le besoin national. On ne fait pas un acte pour le plaisir de faire un acte, on fait un acte parce qu'on a le besoin de cet acte. Et ces actes sont quoi? De vente, mais ne va passer un acte de vente que celui qui a les moyens d'acheter une maison. Ne va faire une hypothèque que celui qui a les moyens de convaincre la banque de lui faire un prêt et ne pourra le convaincre qu'à travers sa capacité de remboursement. Doit-on dire de ce point de vue qu'au Sénégal, les notaires ne sont pas très occupés, ils n'ont pas assez d'activités? Non, ils n'ont pas beaucoup d'activités. Et comment alors vivent-ils? Alors, ils n'ont pas beaucoup d'activités, mais il y a des gisements. Et moi, je suis de ceux qui vont dans le sens d'une augmentation du nombre des notaires, mais en proportion de l'augmentation de l'activité. Et je dirais qu'artificiellement, l'activité est freinée par 3 choses. La première, il y avait une fiscalité sur l'acte notarié beaucoup trop importante. Il y a 10-15 ans, vous achetiez un bien immobilier, vous payez 20% de droits de mutation, c'était confiscatoire. C'était énorme, ça générait de l'informel, les gens achetaient des biens dans la rue mais ne les mutaient pas au nom du nouveau propriétaire parce qu'ils n'avaient tout simplement pas les moyens de payer ces frais. On doit rendre hommage à l'État du Sénégal qui l'a compris, les droits ont été fortement abaissés, ils sont aujourd'hui à 6%. 5 de droits d'enregistrement plus 1 de taxe à la publicité foncière. J'aurais préféré 5,5 d'enregistrement et 0,5 de publicité foncière. Mais bon, c'est ainsi. C'était le premier obstacle. Je pense que cet obstacle aujourd'hui est levé. Le deuxième obstacle, c'est celui de la loi sur le domaine national qui interdit toute transaction relative aux biens qui sont la propriété de la collectivité publique nationale. Mais je veux dire, vous savez, les faits sont têtus. Et même si la loi est mal faite, ça n'empêchera pas les gens de contourner la loi. Les biens du domaine national se vendent tous les jours.
avec les communautés rurales ou avec des délibérations ou des lettres d'attribution. Le notariat ne met pas ses doigts dedans puisque c'est interdit. C'est-à-dire qu'on condamne 90% des citoyens de ce pays à l'informalisation de leurs droits de propriété puisqu'il est interdit aux notaires d'apporter une sécurité juridique. Il est urgent, c'est le rôle de la commission de réforme du droit foncier qui est en cours au Sénégal. Ça va, je l'espère, se régler dans le bon sens. Mais vous mesurez que vous avez au moins 30 à 40% de chiffre d'affaires potentiel qui ne se fait pas dans les études, simplement à cause de cette anomalie sénégalaise qui n'est pas que sénégalaise, elle existe dans d'autres pays. Il y a maintenant le fait d'une surbureaucratisation qui ne va pas dans le sens mondial. Aujourd'hui, on est dans une compréhension de déjudiciarisation systématique de tout ce qui peut l'être. On ne peut pas comprendre qu'au Sénégal, pour ouvrir un testament, on ait besoin du juge. Ce n'est pas l'affaire du juge, c'est l'affaire du notaire. Mais non, c'est une anomalie sénégalaise. Lorsque quelqu'un décède et a confié son testament à un notaire, le notaire doit aller chez le juge pour aller le faire ouvrir et faire dresser un procès verbal. C'est complètement aberrant. Dans tous les pays du monde, c'est le notaire lui-même qui procède à cette ouverture. D'autant qu'il est plus familiarisé avec ce genre de choses que ne l'est en général le juge. Deuxième chose, quelqu'un décède. Le code de la famille vous dit que vous pouvez indifféremment prouver votre qualité d'héritier par un jugement d'hérédité ou par un acte de notoriété. Eh bien, au Sénégal, la loi foncière aujourd'hui vous rend obligatoire le jugement d'hérédité. C'est un non-sens. On ne voit pas à quel titre on va aller convoquer le juge dans une activité qui n'est pas contentieuse. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire de réduire la dépense publique parce que si l'on veut rendre notre pays compétitif, mais il faut que la fiscalité soit la plus légère possible. Pour qu'elle soit légère, il faut avoir uniquement les services publics à financer par l'impôt, qui sont ceux qui sont stratégiques. On ne voit pas toute cette anomalie d'aller créer une activité qui crée un besoin de fonctionnaires, qui crée une masse salariale dans la fonction publique et qui fait que le pays n'est pas même de respecter les échéances qui lui sont données par les institutions financières internationales. C'est le cas dans de nombreux domaines. Il y a tout un tas de pesanteurs, des procédures de perte de titres fonciers, des décisions jurisprudentielles qui ne tiennent pas debout, dans lesquelles on vous rend obligatoire une procédure d'exéquatur pour permettre la circulation internationale d'une procuration. Ça fait beaucoup de choses il faut remettre de l'ordre. Alors, Maître, l'histoire du notariat au Sénégal remonte quand même au XVIIIe siècle. À l'arrivée des colons. Et le premier notaire, justement, a été nommé en 1817 sur l'île de Gorée. Comment comprendre que, presque 2 siècles après, on n'est qu'à 50 notaires au Sénégal? Alors, d'abord, je dirais que le premier notaire, c'est moi qui ai écrit que c'était en 1817 et je présente mes excuses parce que c'est une erreur. Le premier notaire remonte bien avant 1817. Le premier notaire n'est pas sur l'île de Gorée, le premier notaire est à Saint-Louis. Le premier arrondissement à l'époque coloniale, c'était Saint-Louis, c'était pas Gorée. Simplement, il y a eu un incendie à Saint-Louis qui a fait disparaître le fonds d'archives et nous avons retrouvé récemment des actes qu'on ne savait pas bien d'où ils venaient, mais ce sont des actes qui sont du greffe notariat de Saint-Louis. Et les premiers sont de 1787. 1787, 1788, 1792. Ça s'est arrêté en 1792 parce que pendant que les Français se querellaient pendant la Révolution, les Anglais ont profité de la querelle française pour remettre la main sur les 2 îles de Saint-Louis et de Gorée. Et pendant la période anglaise, il n'y avait pas de notariat et il a été rétabli au lendemain du traité de Paris en 1815 dont on vient de fêter le bicentenaire, puisque c'est à Waterloo que s'est arrêtée l'aventure de Napoléon. Et à la suite du traité de Paris de 1815, il y a eu rétrocession des 2 îles de Saint-Louis et de Gorée à la France. Vous connaissez l'histoire de l'équipée française qui n'était pas flamboyante, avec son vaisseau amiral qui a fait naufrage au large des côtes de Mauritanie, la Méduse, et du gouverneur Schmolz qui est arrivé au Sénégal en 1817. C'est à ce moment-là que l'on trouve les premiers actes de 1817. Mais il y a eu des actes auparavant. 2 siècles. Mais d'abord, la France elle-même n'a pas installé de notaire en 1787 ni en 1817. C'était des greffiers notaires. Pourquoi? Mais parce que le besoin d'activité notariale était microscopique. Le greffier notaire faisait peut-être 10, 15, 20, 25 actes par an.
C'est-à-dire qu'en complément de ses activités de secrétaire de juridiction et de rédiger les jugements, eh bien, lorsqu'il y avait besoin d'un acte, de manière accessoire, il faisait cet acte. Il a fallu attendre un siècle avant que le développement de l'activité économique et du commerce civil permette la séparation des deux offices et d'organiser la rentabilité d'une étude pour la rendre viable. Donc ce n'est qu'en 1890 qu'il y a séparation à Saint-Louis et en 1903 séparation à Dakar. Et avec le développement de l'Afrique occidentale française, création d'un deuxième office en 1925 à Dakar. Mais je dirais depuis, on ne peut pas dire que le volume d'activité se soit réellement développé. Donc ce qui se passe, c'est que là où il y a eu des créations, il y a eu une redistribution en fait du volume d'activité. Et c'est là qu'il y a une inquiétude. Moi je suis pour le nombre, de manière à mieux couvrir le besoin. Mais il faut qu'il y ait une adéquation économique entre le nombre et le volume d'activité. Moi je pense qu'il y a la possibilité dans un horizon de 30 ans d'avoir peut-être 200 notaires au Sénégal. Mais ça ne peut se faire que s'il y a restitution au notariat de la pleine activité des transactions immobilières sur le domaine national, qu'il n'y ait plus d'actes administratifs, qu'il y ait déjudiciarisation complète, c'est-à-dire que toutes les activités non contentieuses reviennent du tribunal vers le notariat, et enfin, qu'il y ait un développement de l'instrument moderne qu'est la société civile professionnelle. C'est-à-dire que si l'on veut que la profession reste viable, il faut aussi qu'elle ne vive pas seulement à l'abri d'une compétence réservée. C'est-à-dire le notaire va vivre parce que pour faire une société, il faut obligatoirement passer par un notaire, ou parce qu'on veut acheter un bien immobilier, il faut obligatoirement passer par un notaire. Je pense que ces compétences sont nécessaires non pas dans l'intérêt du notaire, mais dans l'intérêt du public et dans l'intérêt de l'État pour organiser la transparence, pour organiser la visibilité, pour exiger le respect de la règle de droit et pour prévenir le contentieux de sorte que l'on comprenne que la sécurité n'est pas un paramètre individuel, c'est un paramètre collectif. Vous pourrez être tenté demain, on vous dit, vous avez le choix, vous allez voir un notaire ou vous faites vous-même votre acte d'achat de biens immobiliers. Vous achetez une maison à 50 millions, vous allez payer 1% d'honoraires au notaire, c'est-à-dire 500 000 francs. Vous dites, moi je veux faire cette économie de 500 000 francs, je vais faire mon acte moi-même. Oui, mais, vous allez dire, mais c'est mon problème, c'est moi qui cours un risque. Oui, mais, vous n'êtes pas seul à courir le risque. Si ce risque était vous seul, oui. Mais si ce risque survient, il va se passer quoi? Il va y avoir procès. Donc ça veut dire que vous allez contraindre l'État à payer des juges et à organiser un service public du fait de votre renonciation individuelle. Dans l'intervalle, la maison que vous aurez achetée, vous l'aurez peut-être louée à quelqu'un. Et si votre droit de propriété est compromis, que deviendront les droits du locataire qui aura investi dans le bien qu'il vous aura loué? Donc vous voyez qu'il y a une solidarité, il y a une interconnexion. Responsabilité partagée. Voilà. C'est là, vous voyez que le concept de sécurité juridique n'est pas un phénomène individuel, c'est un phénomène collectif. Et je pense que nous sommes dans un modèle de société dans lequel nous devons vraiment éviter toutes les sources de conflits, parce que ce sont les conflits qui mènent à la guerre. Et nous voyons bien aujourd'hui, nous sommes une génération qui n'a pas connu la guerre et qui souvent ne connaît pas bien le prix de la paix. Et il ne faut pas jouer avec le feu parce que les guerres, on en connaît le prix. Donc les notaires, en quelque sorte, sont des garde-fous contre la guerre. Ce sont des garde-fous, moi je les appelle les légionnaires de la paix.